Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouagadougou sous haute sécurité après l'attaque de ce 2 mars. Le gouvernement burkinabé appelle la population à retourner à leur activité. Néanmoins, les établissements scolaires resteront fermés jusqu'à jeudi prochain. Au sommaire également des changements au niveau du gouvernement camerounais. 17 nouveaux ministres ont été nommés par le président Paul Biya. Pour la première fois, 3 anglophones ont été nommés à des postes stratégiques. Et puis l'implication des femmes au sein des administrations en hausse en Tanzanie. Avec 36,9% des femmes parlementaires, le pays occupe la première position au rang des États membres de la communauté est-africaine. Ouagadougou retrouve son calme après l'attaque armée de ce vendredi 2 mars. Attaque qui a causé des pertes en vie humaine et occasionné de nombreux dégâts. Le gouvernement burkinabé évoque désormais la piste terroriste, mais appelle néanmoins la population à vaquer à leur occupation dans le calme et la sérénité. Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Les 2 attaques armées simultanées perpétrées à Ouagadougou dans la matinée du vendredi 2 mars 2018 ont fait 8 morts du côté des assaillants et 8 autres dans le camp des soldats burkinabés. Également, plus de 80 blessés, parmi lesquels 12 sont dans un état sérieux et 3 dans un état grave. Une fois encore, les forces du mal, les ennemis de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la prospérité ont tenté de semer la désolation dans notre pays en tuant et en blessant dans la cruauté absolue des Burkinabés qui font quotidiennement la fierté de notre nation. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement et à mon nom personnel, je rends hommage à toutes les victimes et à tous les blessés de cette attaque inhumaine. Ces attaques sont intervenues aux environs de 10 heures lorsque des assaillants de façon coordonnée ont ouvert le feu au même moment sur l'ambassade de France, tandis qu'un autre groupe s'attaquait à l'état-major général des armées où une réunion d'officiers était prévue se tenir. Fort heureusement, la rencontre a été délocalisée peu avant l'incident. Les attaques, pour l'heure, n'ont pas été revendiquées. Il y a lieu de préciser qu'en ce qui concerne l'état-major des armées, les assaillants ont fait usage d'un véhicule bourré d'explosifs et des explosifs dont la charge était suffisamment forte et énorme pour occasionner de graves destructions et de sérieux impacts sur les personnes. Les dégâts sont donc très importants. Le gouvernement dément formellement le chiffre de 20 morts, mais admet que le bilan pourrait toutefois évoluer. Pour rappel, c'est la 3e fois que la capitale subit une attaque armée aussi importante, après celle des cafés Cappuccino et Istanbul, intervenus respectivement en janvier 2016 et août 2017. Au Cameroun, un remaniement ministériel. Le président Paul Biya a en effet signé ce vendredi 2 mars 2018 une série de décrets qui modifient et complètent l'organisation gouvernementale. Attendu depuis de longs mois, ce nouveau gouvernement aura pour mission d'apporter des réponses aux défis qui interpellent le Cameroun aujourd'hui. Le point avec Nelly Claude et Elissa. On l'attendait depuis plusieurs mois, le président Paul Biya a finalement procédé à un remaniement du gouvernement camerounais ce vendredi 2 mars 2018. Il a signé une série de textes portant réaménagement du gouvernement, procédant à la mutation de certains ministres et ouvrant la porte à de nouveaux visages. Samuel Ayolo Mvondo, l'ambassadeur du Cameroun en France, a été promu à la direction du cabinet civil de la présidence de la République en remplacement de Martin Belinga et Boutou. Parmi les 20 ministres nommés figurent également 3 anglophones pour la première fois à des postes stratégiques. Il s'agit notamment de Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, de Pauline Nalo-Valionga, ministre des enseignements secondaires, et de Paul Tché-Elung, secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Une approche qui s'apparenterait à une énième esquisse de solution apportée aux revendications des régions anglophones. Le président veut apporter une solution à la question anglophone avec une plus forte représentation. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas au Cameroun, jusqu'à une certaine époque, depuis près 15 ans, on avait 3 ministres des Affaires de l'Éducation nationale. Il n'y avait aucun anglophone
qui occupait des fonctions de ministre de l'Éducation nationale. Là, maintenant, l'enseignement secondaire, c'est une anglophone. Et on peut penser qu'il y a le souci, pour ce premier déterminant, de régler la situation anglophone au Cameroun. Dans un processus de renforcement et d'accélération de la décentralisation, le décret présidentiel du 2 mars porte désormais à 38 le nombre de départements ministériels du Cameroun. En effet, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation éclate en deux. Désormais, il y aura un ministère chargé essentiellement de l'administration territoriale et un ministère de la décentralisation et du développement local dirigé par Georges Elanga Obam. Le président est beaucoup plus que jamais attaché à l'article 1 de la Constitution. Je veux vous dire que cet article stipule le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. On peut donc reconnaître que malheureusement, la Constitution du 18 janvier 1996 au Cameroun prescrit la décentralisation. On peut donc dire que le président a tenu compte de cette lenteur administrative. Il met véritablement en place un ministère en charge de la décentralisation. En réaménageant le gouvernement en pleine année électorale, le président Biya voudrait donner une nouvelle impulsion à son équipe. Le processus d'une décentralisation effective au Cameroun qui se poursuit pourrait également être un pas vers une résolution définitive de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans le cadre de sa tournée africaine. Des accords de partenariat ont été signés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, dans le secteur du sport et de la santé. On fait le point avec Mokhtar Bari. La coopération entre le Mali et la Turquie se porte bien. À l'invitation du président Ibrahim Boubacar Keïta, Recep Tayyip Erdogan a achevé sa tournée africaine par le Mali. C'est la première visite d'un président turc au Mali. Les deux parties se sont félicitées de l'évolution positive des liens d'amitié et de solidarité entre la Turquie et le Mali, qui sont aussi liés par l'histoire, en témoigne la présence d'auteurs turcs dans les manuscrits de la ville historique de Tombouctou. Il était temps, il était bon que vienne enfin une voix haute, une voix forte, un leadership affirmé dans le monde musulman pour dire notre identité, pour dire notre présence au monde, pour dire notre dignité au monde. Chers amis, vous l'avez fait de brillante façon, avec notre fierté, et nous en sommes reconnaissants. Et soyez certains que nous sommes solidaires de ces combats d'honneur que vous menez, pas seulement pour la Turquie, mais pour l'ensemble du monde qui porte les mêmes valeurs. Et nous sommes de cela. La Turquie est présente au Mali dans plusieurs domaines. C'est fort de cet intérêt pour le Mali que les deux pays ont signé 8 accords dans les domaines de l'éducation, la santé, le sport, l'énergie, les mines et les services religieux. Je crois que la signature de ces accords va apporter un nouvel élan à nos relations bilatérales et porter des résultats fructueux. Nous n'avons jamais considéré le Mali comme un pays lointain. En ce qui nous concerne, la ville de Tombouctou est la ville jumelle d'Istanbul, de Konya ou de Bursa. Et c'est dans ce cadre historique que nous voulons renforcer nos liens avec le Mali. La Turquie a salué la décision de Bamako de rétrocéder les écoles des collèges Horizon à la fondation Maarif. Le président turc, tout en condamnant les attaques de Ouagadougou, est favorable à l'appui à la force G5 Sahel. 4,3 milliards de dinars, c'est le montant consacré aux énergies renouvelables par le gouvernement tunisien. Objectif, réaliser la sécurité énergétique du pays et garantir la gouvernance et le développement durable. Ce projet nécessite un budget total de l'ordre de 12 milliards de dinars au cours de la période 2018-2020 selon Khaled Kadour, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. 70% des investissements seront répartis entre le secteur public et privé. En Tanzanie, le nombre de femmes dans les administrations a augmenté. Les femmes contribuent considérablement à l'économie tanzanienne à travers l'agriculture en zone rurale. Par ailleurs, 36,9% des femmes sont également impliquées dans le système parlementaire. Un sujet signé Adjatou Badawi. Pour une bonne politique d'égalité des genres, la Tanzanie occupe la première position au rang des États membres de la communauté est-africaine avec 36,9% des femmes parlementaires.
Malgré ce pourcentage, des efforts restent à fournir pour parvenir à une parité de 50-50% des sexes au poste de responsabilité. En politique, par exemple, aucune femme n'occupe la présidence d'un parti politique. Depuis plusieurs années, seulement 4 partis politiques sur 19 ont permis aux femmes d'accéder à la vice-présidence. Bien que le programme de mise en réseau sur le genre en Tanzanie se félicite des avancées notables de l'égalité des genres, il n'en demeure pas moins que des efforts soient consentis de la part du gouvernement. Le gouvernement tanzanien est déjà assez avancé. Il doit continuer à investir dans l'éducation et dans le renforcement de capacités. Il faut avoir des lois qui doivent prévoir des dispositions assez claires sur la question genre et son intégration. Au sein de la société tanzanienne, grâce à l'agriculture, environ 70% de femmes rurales contribuent à l'économie nationale. Selon Liliane Liundi, directrice exécutive du programme de mise en réseau sur le genre en Tanzanie, le continent africain pourrait perdre chaque année 105 millions de dollars pour la non-implication des femmes dans les activités économiques des États. Il est temps, je crois, pour les Africains de mettre en place, de poser des actes concrets. Ce n'est pas la dominance culturelle sur le développement, mais c'est de voir le rôle positif que joue la femme dans le développement de notre continent et à partir de ce moment-là, mettre les moyens adéquats en termes de ressources humaines, en termes financiers, en termes de renforcement de capacité et de l'appropriation de ces ressources à différents niveaux. Précisons que c'est depuis 1948 que le gouvernement tanzanien a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les protocoles et conventions internationaux et régionaux relatifs à l'égalité des genres. Le sport à présent, la Côte d'Ivoire à l'honneur au championnat du monde d'athlétisme en salle à Birmingham, en Angleterre. Muriel Aouré et sa compatriote Marie-Josée Talou ont en effet remporté ce vendredi 2 mars les 2 premières places de la finale du 60 mètres, offrant à la Côte d'Ivoire des médailles d'or et d'argent. Muriel Aouré a terminé la distance en 6 secondes 97, meilleure performance mondiale de la saison. Marie-Josée Talou a quant à elle mis 7 secondes 05 pour parcourir les 60 mètres. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.